Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de ce face-à-face de ce lundi, bien sûr. Le thème, vous le savez déjà, la décentralisation au Bénin. Sommes-nous sur la bonne lancée? Nous avons invité pour vous Souleymane Koto Yerima. Souleymane Koto Yerima, bonjour. Bonjour, monsieur Agua. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste en décentralisation et développement local. Depuis 2003, le Bénin a démarré une expérience en matière de décentralisation et cette expérience se poursuit. C'est quoi la décentralisation? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et pour l'initiative compte tenu de la période que nous traversons qui vient de connaître l'installation des nouveaux maires qui ont besoin certainement d'avoir des informations sur ce que c'est que la décentralisation, le processus dans lequel ils sont engagés. Pour faire simple, il faut noter que la décentralisation, c'est ce processus-là de dévolution du pouvoir de l'État central vers des collectivités territoriales décentralisées. Chez nous, au Bénin, on a retenu la commune comme une seule unité de collectivité territoriale décentralisée. Et donc, c'est cette dévolution de pouvoir de l'État central vers les collectivités décentralisées en vue de mettre vraiment le pays dans le sens du développement intégré. Et cette dévolution du pouvoir doit pouvoir tenir compte d'un certain nombre d'aspects. Premièrement, c'est d'abord le territoire sur lequel doit s'exprimer la décentralisation. Chez nous, comme je l'ai dit, nous avons retenu la commune. Deuxièmement, c'est l'autonomie administrative et financière, principalement l'autonomie financière qui est un élément important du processus de décentralisation. Il n'y a pas d'évolution de pouvoir, il n'y a pas d'évolution de pouvoir, il n'y a pas de décentralisation sans que les collectivités territoriales soient légalement constituées, donc un cadre juridique, mais aussi que ces collectivités territoriales puissent disposer de l'autonomie financière. Et quand nous parlons d'autonomie financière, il faut noter que les communes ont désormais la libre administration de la mobilisation des ressources jusqu'à leur gestion et malgré tout qu'ils soient quand même contrôlés par l'État central parce que l'État central également investit des ressources publiques au niveau de ces collectivités territoriales. Là, ces éléments sont très importants et donc il faut noter simplement que c'est dans ce processus que nous sommes engagés depuis 2003 et les communes ont reçu une partie des compétences que l'État central gérait pour que ces communes, à la base, puissent s'autogérer et conduire leur développement local. 17 ans de décentralisation, vous avez eu le temps d'apprécier l'environnement politique avec la mise en œuvre de cette décentralisation. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Est-ce que ce qu'on attendait en matière de développement, est-ce que les communes se sont développées? Est-ce que les maires sont restés dans cette logique-là de mobilisation de ressources, de gestion et de développement des communes? C'est des questions qu'on se pose. Les préfets, on a mis du temps à les nommer et c'est maintenant que nous avons les préfets nommés dans les départements il y a quelques années sous le régime de Patrice Talon. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos? Merci beaucoup. Il faut dire que nous avons commencé un processus qui est encore jeune, avec des balbutiements, avec des débuts difficiles parce que nous ne comprenions pas ce dans quoi nous sommes engagés en tant qu'élus locaux. Pour ceux qui ont fait la première mandature, c'est des gens qui, bénéficiant de quelques petites formations, ont tant bien que mal géré nos communes sans vraiment conduire le processus de développement dans lequel nous sommes. Parce que nous sommes partis d'un État centralisé avec des sous-préfets et à un État décentralisé avec les communes. Mais nous avons commis peut-être l'erreur de transformer juste les sous-préfectures et les circonscriptions urbaines en communes. Quand nous faisons le point, les gens ont cru au départ que nous étions toujours dans cet État central où l'État va tout faire, l'État va tout décider à notre place. Ça n'a pas nécessairement porté les fruits que nous espérions pour ce qui est de la première mandature. Ensuite, progressivement, avec l'appui de l'État et des partenaires techniques et financiers, les organisations non gouvernementales, les élus ont été formés, les populations également ont été formées sur le rôle que doit jouer chaque acteur dans le processus de décentralisation. Ça a permis d'une manière ou d'une autre d'améliorer la perception que chaque citoyen a du processus de décentralisation dans lequel nous sommes et les choses ont commencé par s'améliorer. Vous allez noter qu'au départ,
les relations difficiles qu'il y avait entre les organisations de la société civile, les populations et les conseils communaux ont commencé par s'améliorer simplement parce que chacun a été informé sur ce qui doit être son rôle et chacun a pris conscience et a commencé par jouer ce rôle-là de manière à ce que chacun reste dans son couloir et le contrôle citoyen de plus en plus se mène sans difficulté au niveau de nos territoires. Maintenant, est-ce que le processus de décentralisation que nous avons engagé nous a permis d'aller au développement tant souhaité? À la base, et ce développement, à la base, il y a encore matière à dire. Il y a matière à dire dans la mesure où, quand nous faisons le point, c'est que nous avons pris le temps, 17 ans, à plus faire de la démocratie à la base, à plus faire de la politique au niveau de nos collectivités territoriales, qu'à vraiment travailler à améliorer les conditions de vie de nos populations. Et à l'enrichissement illicite des personnes qui sont placées et qui sont élues à ces postes, il faut le dire. Il faut mettre des gants pour en parler parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans un pays où nous ne nous disons pas la vérité, où nous ne voulons pas que la vérité se sache pour que l'élu ne perde pas son électorat. Sinon, on devrait pouvoir confirmer ou infirmer ce que vous êtes en train de dire. Si nous avons eu chaque fois les résultats des audits FADEC qui se font, tout au moins ces audits-là, qu'on les mette à la disposition du public. Parce que c'est des fonds publics qui ont été mis à la disposition des communes, qui ont été gérés, qui ont été audités. Donc, c'est beaucoup d'investissements qu'on a eu à faire et dont les résultats devaient pouvoir nous permettre de juger chaque élu, chaque mandature pour savoir qui a bien géré au cours du mandat, qui n'a pas bien géré. Les classements qu'on fait des audits FADEC ne suffisent pas. Il faut vraiment qu'on ait les résultats pour pouvoir véritablement opiner. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, qui font état de ce que des élus sont venus pour s'enrichir, des élus sont venus pour construire leur maison, des élus sont venus pour construire les routes qui mènent vers leur maison, des élus sont venus pour créer des problèmes fonciers au niveau de leur territoire en morcelant même les réserves administratives qu'ils vendent. Mais nous n'avons de manière factuelle aucun élément matériel venant du pouvoir central officiel qui a ces informations-là pour pouvoir faire. Les auditeurs font un très bon travail, un excellent travail sur le terrain, mais il y a entre le travail et l'information du public, la volonté politique qui manque de publier chaque fois les résultats des audits que nous faisons. Et nous espérons que cette donne va changer progressivement pour que ce ne soit plus une information de couvent, mais une information mise à la disposition des mandants parce que c'est nous qui avons d'abord élu ceux qui sont là et c'est à nous qu'on doit d'abord rendre compte prioritairement. La reddition de comptes ne doit pas se limiter à ce que le maire vient nous raconter, à ce que le maire vient nous dire qu'il a eu à faire au cours de son mandat ou à chaque tournée de reddition de comptes, mais ça doit aller au-delà pour pouvoir nous dire au cours de la période, le maire a dit qu'il a fait tant, mais l'État a vu que dans ce qu'il a dit qu'il a fait, il y a quand même des failles, il y a peut-être des surfacturations, il y a peut-être des problèmes liés à la qualité des infrastructures dites réalisées, ainsi de suite, que nous avons besoin de connaître pour pouvoir vraiment, aux prochaines élections, jouer le rôle qui est le nôtre de dire oui, nous pouvons reconduire son mandat parce qu'il a bien fait, non, nous ne devons pas reconduire son mandat parce qu'il est en train de mettre à mal notre processus de développement. Vous êtes spécialiste en décentralisation et en développement local. Aujourd'hui, au regard de la gestion observée depuis 2017 à ce jour, quand on sait qu'il y a de nouveaux maires qui ont pris fonction, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, en quelques points, pour que véritablement on puisse espérer une impulsion au développement local en matière de gestion des communes? Merci beaucoup. Il faut, premièrement, lorsque nous sommes dans le processus de décentralisation, il faut que chaque acteur sache le rôle qu'il a à jouer. Si les communes ne règlent pas ça, si les élus actuels ne règlent pas cette question, il va avoir des problèmes. Et lorsque nous réglons cette question d'information où chaque acteur connaît son rôle, il est important d'être transparent dans ce que nous faisons. Voyez-vous, nos maires deviennent parfois des présidents de la République au niveau de leur territoire. Dès qu'ils sont élus, ils deviennent inaccessibles. Tant que je ne suis citoyen, que je ne sais pas ce qu'on fait des ressources que je mobilise, puisque les fonds d'abord viennent de moi, en tant que citoyen, je suis un contribuable qui paye les impôts. Qu'est-ce qu'on fait de ces fonds-là? Ça va être difficile. Et lorsque nous aurons réglé ces questions, ces petites questions, il faut maintenant aller dans des questions structurelles.
la planification de notre développement pose problème. Tel que nous planifions le développement n'est pas nécessairement réaliste et porteur des fruits que nous espérons. On ne fait pas un plan de développement parce que le partenaire a besoin qu'on ait un document de planification, parce que l'État a besoin pour pouvoir mieux affecter le fonds FADEC que nous ayons un document de planification. Un document de planification répond à une procédure qui va étape par étape. Voyez, nous avons des communes qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas encore de schéma directeur d'aménagement du territoire. C'est un document important qui permet de savoir quelles sont les potentialités dont nous disposons et comment est-ce que sur notre territoire, nous pouvons répartir ces potentialités et les exploiter, les valoriser. Merci. Il faut créer des chaînes de valeur au niveau de nos territoires. Nous avons basé notre politique de développement sur les ressources fiscales et les affectations de fonds publics et des partenaires techniques au développement. Ça ne peut pas fonctionner comme ça parce que pendant longtemps, ceux qui l'ont expérimenté n'ont pas eu les résultats qu'il faut. Lorsqu'on parle de décentralisation, c'est d'abord sur les ressources locales qu'il faut se baser. Et les ressources locales ne se limitent pas aux ressources fiscales ni aux taxes au niveau des marchés, non. Chaque commune a un potentiel qu'elle peut valoriser. Il faut qu'on identifie ces potentiels. Là où nous avons des carrières, là où nous avons des mines, là où nous avons des terres agricoles, là où nous avons je ne sais quoi d'autre. Des carrières. Il faut que nous identifions ces potentialités, que nous cherchions les partenaires qu'il faut pour mettre en valeur cette potentialité-là et que nous puissions aller à la mobilisation d'autres ressources autres que les ressources fiscales. Lorsque nous sommes dans une commune où c'est l'agriculture qui est la mieux porteuse, il faut créer des chaînes de valeur par rapport aux productions phares que nous avons au niveau de notre territoire afin qu'au niveau de ce territoire, nous valorisions ces produits-là et qu'au niveau national, nous puissions les commercialiser, que ça puisse aller au niveau international. Lorsque nous aurions réglé ces questions, que nous aurions évité de faire de la politique au sein des conseils communaux, chacun va jouer le rôle qui est le sien et nos communes vont se remettre sur les rails du développement. Je sais que vous avez tellement dit, je pourrais vous inviter davantage pour qu'on creuse, ces questions-là, pour aider les mairies, les communes à mieux se développer. Mais une dernière question, peut-être en une minute. Et si on créait une agence de gestion des fonds des communes, est-ce que cela respecte cela respecte les normes du développement à la base de la décentralisation? C'est vrai que l'information, les supputations sont en cours. Nous n'avons pas encore d'informations officielles. Nous espérons que c'est une bonne blague parce que ça viderait la décentralisation de son contenu. Comme je le disais à l'entame, il n'y a pas de décentralisation juste parce qu'on a créé des collectivités territoriales et qu'on leur a transféré des compétences. Il faut l'autonomie de gestion. Si c'est l'agence qui doit nécessairement gérer les fonds directement, ça pose un problème à la décentralisation et ça met en mal tout le processus dans lequel nous sommes. Ça, c'est quelque chose de formel. Il faut que nous évitions ça. Maintenant, si l'agence qu'on veut créer, c'est juste un remplacement de la CONAFEL qui s'occupe aujourd'hui de la répartition et du suivi des fonds FADEC, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous attendons de voir le contenu que l'État va donner à cette agence-là pour pouvoir véritablement opiner. Mais il faut qu'on évite l'erreur de créer une agence qui va gérer directement les fonds de sorte à ce que les mairies n'aient plus rien à faire que de gérer les ressources propres et payer les salaires et que tout le reste de ce qui est investissement qui va porter le développement ne soit géré que par l'État. Notre vote n'aurait servi à rien parce qu'on aurait juste des maires qui vont juste signer des papiers et payer les salaires, mais ils ne vont pas conduire le processus de développement dans lequel nous sommes. Souleymane Koto Yerima, merci d'être venu. Je sais que vous avez encore d'autres choses à dire. On peut revenir sur la question, sur d'autres pans de ce thème la semaine prochaine, pourquoi pas, si vous êtes disponible. Je sais que les gens ont eu du plaisir à nous suivre. Nous avons reçu pour vous sur Face à Face aujourd'hui Souleymane Koto Yerima, spécialiste en décentralisation et en développement local. Nous avons parlé de la décentralisation au Bénin. Sommes-nous sur la bonne voie? On ne peut pas, sommes-nous sur la bonne lancée? On ne peut pas seulement parler en 13 minutes. La semaine prochaine, il va revenir ici. Nous allons lui reposer d'autres questions, pourquoi pas, afin qu'on décortique bien ce sujet pour aider les communes à aller mieux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. On vous laisse le plateau en compagnie de Natacha Kofi.